On t'a toujours dit que la mer est un livre fermé, qu'elle garde ses secrets sous des kilomètres d'eau salée et de silence. Pourtant, au large de Bretagne, un pêcheur a tiré un bloc de granit dont la face porte encore les stries d'une main inconnue. Une main qui datait d'avant l'Atlantique. Imagine un instant. Un continent entier, mûri, effacé des cartes, mais pas de la mémoire des pierres. Ce soir, nous plongerons avec les dauphins, lire dans le sel ce que les archives humaines ont oublié. Je n'aurais pas dû déplier cette carte. Elle était restée pliée en 8, coincée entre 2 pages d'un registre d'état civil de 1924, comme une herbe sèche oubliée dans un livre de prière. Le papier sentait l'humidité et la fumée de charbon, ces relents de cuisine bretonne où l'on fait sécher les varechs au-dessus du poêle. Quand mes doigts l'ont touché, j'ai entendu un froissement presque humain, comme si la feuille retenait son souffle depuis 100 ans. Je l'ai posé sur la table du phare, sous la lampe à pétrole, parce que le vent de Nordey coupait l'électricité chaque soir à 21h. D'abord, j'ai vu seulement des lignes brunes, des courbes qui ressemblaient aux veines d'une vieille main. Puis, les contours se sont précisés. Une côte que je reconnaissais, entre Perros-Guirec et l'île de Batz, mais décalée, comme si quelqu'un avait tiré sur la terre comme on étire un pull. Et là, au large, un îlot absent de toutes mes cartes marines. Muri, écrit en capitale gothique, avec un clocher minuscule et 3 maisons. Le nom me brûla la rétine. Muri. Je l'ai lu à voix haute, mu par je ne sais quel instinct. Et le phare a répondu par un grondement dans sa cage d'escalier, comme quand la mer rentre dans les fondations. J'aurais dû refermer l'atlas, remettre le registre à sa place, boire un coup de grog et dormir. Mais la carte avait déjà commencé son travail. Elle me montrait des profondeurs où mes sondes n'avaient jamais touché le fond. 12 brasses, 20 brasses, 30, puis le trait se brisait. Fond de sable bleu. Du sable bleu? J'ai palpé le papier, il était grainé, presque vivant. Mes onglets ont accroché une tache plus claire au sud-est de Muri. Une auréole en forme de cœur, comme la tache d'un vin renversé. C'était daté, griffonné d'une encre pâle. 15 août 1911, marée de Vivéo, cloche de l'église entendue sous l'eau. Un frisson m'a pris aux cheveux. J'ai grandi dans ce bout de mer. J'ai plongé dedans, avant même de savoir lire. Et jamais, oh jamais, on n'y a parlé d'église submergée. Pourtant voilà que le carton me l'a montré, planté là, à 2 encablures de l'endroit où mon père pêchait la langouste. J'ai soulevé la carte contre la lumière. Les fibres du papier formaient des filaments, des veines marines qui partaient du centre vers les bords, exactement comme les radules d'une méduse. J'ai eu l'impression qu'elle respirait. Alors, j'ai fouillé les archives du phare, ces caisses en sapin que personne n'ouvre plus depuis que l'administration a numérisé les feuilles de garde. J'ai trouvé un rapport de l'ingénieur en chef des phares, signé Le Bihan, 1912. Il y était question d'un phare secondaire projeté sur le banc, Muri. Projeté, pas construit. La note disait « Écueil trop instable, fond mouvant, refus du ministère ». Mais il y avait, joint au rapport, un cliché au gélatino-bromure. Je l'ai délicatement retiré de son enveloppe. L'image était passée au sépia, granuleuse, mais on y voyait nettement une tourelle de granit rose, à peine dégagée de l'eau, avec une fenêtre en ogive et un encorbellement qui ressemblait à une corniche de chapelle. Au-dessus, 3 mouettes figées dans leur vol, comme suspendues au-dessus d'un monde qu'on n'avait pas oublié, qu'on avait noyé. J'ai mis la photo contre la carte. Les échelles correspondaient au millimètre. Le même clocher, la même toiture en ardoise, la même ombre portée vers l'ouest. J'ai senti la piqûre du doute. Et si Muri avait existé, non pas au fond des livres, mais là, juste sous la ligne de flottaison, à portée de main. Le lendemain, j'ai pris le canot de service. Mer d'huile, brume légère, le genre de matin où le monde a éteint la vie. J'ai coupé le moteur à l'endroit exact que la carte indiquait. Le sonnaire affichait 35 mètres. J'ai jeté le plomb, ardoise, puis sable, puis quelque chose de métallique qui gratta la ligne. J'ai remonté brusquement. Un tesson de céramique épais, verni vert de gris, avec un filet doré encore intact. Au revers, une lettre,
Monsieur. J'ai frotté la glaise. Le M était peint à la main, calligraphié comme on écrit les initiales sur les calices. J'ai refermé le poing. Le morceau était froid, plus froid que l'eau, comme s'il sortait d'un caveau. J'ai reposé la carte sur la console. Le vent tournait au nord-ouest, juste assez pour faire onduler le papier. Les lignes de hauteur se mirent à vibrer, et j'ai cru voir une faille qui s'ouvrait, une fente noire entre deux sillons de sable. J'ai penché la tête. Ce n'était pas une illusion. Il y avait là, dessinée à l'encre pâle, une crevasse qui partait du clocher, fendait l'île en deux, puis descendait vers le large, droit vers l'ouest, comme une cicatrice qu'on aurait voulu cacher sous la mer. À côté, une annotation que je n'avais pas vue. Faille sismique, 15 juillet 1911, 3h17, cloche entendue jusque dans Paimpol. J'ai levé les yeux. Le ciel s'était couvert d'une plaque de plomb. J'ai tourné la clé, le moteur a toussé, j'ai filé vers le phare. Dans mon dos, j'ai senti la mer se refermer, non pas en clapotis, mais en un long soupir, comme si elle rabattait un couvercle. Sur le quai, j'ai croisé Gwen, la vieille qui ramène les filets au crépuscule. Elle m'a regardé, a vu la carte à la main, et ses lèvres ont tremblé. « Tu l'as trouvée, hein ?» J'ai hoché. Elle a craché dans l'eau, geste ancien pour conjurer. Ma grand-mère disait que quand la cloche sonne sous l'eau, c'est Muri qui se rappelle à nous. Elle a tourné les talons, a laissé son ombre s'allonger comme une rame. J'ai remonté l'escalier en spirale, chaque marque de pied résonnant comme un tambour. J'ai étalé la carte sur la table, j'ai allumé la lampe à huile. La flamme dansait, faisant bouger les contours de l'île. J'ai posé le tesson à côté. Le M scintillait. J'ai eu l'impression qu'il me regardait. J'ai fouillé mes cartes nautiques officielles, celles de l'Institut géographique, celles de la marine. Aucune mention de Muri. J'ai ouvert l'ordinateur, lancé un satellite. Rien qu'une tache plus sombre. Un fond de vallée sous-marine, à peine visible. Pourtant, la carte papier montrait rue, jardin, un cimetière même, au nord, avec une croix minuscule. J'ai attendu la nuit. Le phare s'est allumé, faisceau tournant, balayant la mer comme un regard qui cherche un corps perdu. J'ai éteint la lampe de bureau. Alors, seulement, j'ai vu. La carte était phosphorescente. Les contours de Muri brillaient d'un vert pâle, exactement comme les aiguilles de montre qu'on exposait jadis au radium. La faille, elle, apparaissait en rouge sombre, une veine qui pulsait lentement, au rythme de la houle contre les rochers. J'ai compté. Un éclair toutes les 7 secondes. Le même tempo que le battement de mon cœur quand j'ai plongé dans le noir tout à l'heure. J'ai rapproché mon visage. L'odeur d'algues s'est intensifiée. J'ai distingué, dans la lueur, de minuscules points noirs qui se déplaçaient le long des rues dessinées. Des silhouettes humaines. Elles marchaient, s'arrêtaient, se groupaient devant l'église. J'ai cligné des yeux. Elles étaient toujours là. J'ai soufflé sur la carte. Elles ont tremblé, mais ne se sont pas effacées. Alors j'ai compris que ce n'était pas une carte. C'était un cachet, une empreinte. Quelqu'un, en 1911, avait voulu fixer sur le papier ce qui allait disparaître. Il avait utilisé une encre faite d'eau de mer, d'algues broyées, de poussière de granit, et il avait appuyé l'île contre la feuille, comme on prend une empreinte d'empreinte digitale. Muri n'était pas un mythe. C'était une empreinte de vie, figée dans la cellulose, attendant qu'on la réchauffe de nouveau. J'ai refermé doucement la carte, les glissé dans une pochette de plastique, les posé sur mon cœur. Le phare tournait. Dehors, la marée montait. J'ai entendu très loin un tintement, une cloche, une seule fois, puis le silence. Le vent du large me giflait le visage quand j'ai posé le pied sur la digue de Trégastel, ce matin-là, où la marée basse laisse apparaître un champ de granit rose si lisse qu'on dirait qu'il a été léché par des belles géantes. J'avais dans la poche le bloc que le pêcheur m'avait confié. Un rectangle de 2 kilos, bordé de coquilles fossilisées, strié de rainures parallèles trop régulières pour être le fruit des courants. Je le serrais comme un secret, et le sel me brûlait la paume, comme si la pierre elle-même voulait rentrer dans ma peau. Un vieux tailleur de pierre m'attendait au bout du chemin, appuyé sur sa truelle tournée depuis 60 ans. Il ne m'a pas dit bonjour, il a simplement tendu la main. J'ai déposé le bloc dedans.
et il l'a porté à son oreille. Oui, à son oreille. Il affirme que chaque granit chante une note différente quand on le frappe doucement, et que celle-là, elle chante en mineur, la tonalité des noyés. Il a fermé les yeux, il a frappé, et j'ai entendu le son, un bourdonnement sourd, comme un gong étouffé sous des mètres d'algues. Il m'a emmené dans son atelier, une cave voûtée où l'on respire la poussière de quartz. Sur les étagères, des dizaines de fragments numérotés. Autant de dalles arrachées aux plages après les tempêtes. Chaque fragment porte la même rainure, le même angle, la même inclinaison de 13 degrés par rapport à l'horizontale. 13 degrés, c'est l'angle que forme un sol submergé quand l'eau s'élève de 3 mètres en 3 heures. Un chiffre gravé dans la mémoire des anciens. Le tailleur a sorti un cahier jauni. Dedans, des relevés manuscrits datant de 1924. Ces notes indiquent que ces blocs ne proviennent pas d'un éboulis naturel. Ils s'alignent à l'échelle de la côte, comme les fondations d'un même mur. On a pris sa voiture, une vieille 2CV, qui toussait comme une pipe mal tempée, et on a roulé vers le nord jusqu'à Perros-Guirec. Là, il m'a fait grimper sur un promontoire où pousse une herbe saline si courte qu'on la croit rasée. Il a désigné la mer, puis la terre, puis la mer encore. Tu vois cette ligne plate, juste là, à 80 mètres au large, c'est le toit d'un temple. J'ai cru qu'il plaisantait, mais il a sorti une longue perche. On l'a enfoncée entre deux rocs. Et j'ai senti le métal heurter quelque chose de dur, de régulier, à 1,50 m sous le niveau de la mer. Le soir tombait. Le ciel devenait une coupole de cuivre. On s'est assis sur la lande et il m'a raconté. En 1911, un cyclone avait déchaîné des vagues de 10 mètres. Quand la tempête s'est calmée, on avait vu, pendant 3 jours, une chaîne de pierres apparaître, disparaître, réapparaître, comme un serpent de granit nageant entre deux marées. Les anciens avaient interdit d'en parler aux curieux. On disait que c'était le chemin des âmes, celui qu'empruntent les morts pour aller à l'île des étoiles. Pour comprendre, il a fallu que je descende moi-même. Le lendemain, à l'aube, un plongeur local m'a prêté une combinaison en néoprène 2 fois trop grande. J'enfilais la mémoire de 100 plongées passées. À 5 mètres, l'eau était d'un vert si dense qu'on croyait nager dans une bouteille de chartreuse. À 10 mètres, le soleil ne passait plus. Seuls restaient des traits de lumière pâle, comme des lames de faux mal aiguisées. Et là, j'ai vu un mur, jointoyé sans mortier, dont les pierres s'emboîtent avec une précision de 10e de millimètre. Sur la face orientée au sud, des motifs, spirales concentriques, triples, quinconces, exactement les mêmes que l'on trouve sur les menhirs de l'intérieur des terres. À 30 km de là, j'ai posé la main sur la pierre. Elle était tiède, plus tiède que l'eau, comme si un cœur battait derrière. Un poisson-lune est passé, gros comme une porte de grange, ses nageoires effleurant le joint, et j'ai senti le frisson. Ce mur n'a jamais été construit pour les humains, mais pour quelque chose qui nageait au-dessus. J'ai remonté, j'avais les lèvres salées, les yeux brûlés, et dans la tête le même bourdonnement que le bloc du pêcheur. Sur le port, j'ai croisé une femme qui vend des coquillages. Elle m'a regardé, elle a vu la trace blanche sur mon front, laissée par le masque, et elle a murmuré « Tu as touché la maison des sirènes. Maintenant, elles te chanteront la nuit. » Je lui ai acheté un triton, pas pour le souvenir, mais pour qu'elle me dise pourquoi. Elle a raconté que sa grand-mère, en 1947, avait trouvé une dalle de granit incrustée dans la falaise, juste au-dessus du niveau de la plus haute marée vivante. Sur cette dalle, une main avait gravé une baleine, mais une baleine aux dents de loup, et autour, des points qui ressemblaient à une carte. Les vieux disaient que c'était la route que suivait le pays englouti quand il a plongé. J'ai photocopié le dessin, je l'ai rapporté au tailleur. Il a superposé la copie sur ses relevés de 1924. Les points coïncidaient avec les émergences de pierre qu'il avait cataloguées. Il en manquait un, au large de l'île Tomé. On a pris un kayak, on a pagayé jusqu'à ce que l'eau passe du vert au noir. J'ai plongé une sonde. À 20 mètres, le sable cède place à un pavement de dalles hexagonales, comme une ruche géante. Le soir même, le vent s'est levé
et avec lui une odeur de varech si forte qu'on la goûtait dans la gorge. J'ai dormi dans la cave du tailleur, sur un lit de sacs de ciment. À minuit, j'ai entendu un grondement, un craquement, comme si la terre elle-même se déchirait. Le lendemain, la radio locale annonçait un glissement de terrain sous-marin, juste à l'endroit où j'avais sonde. 10 000 tonnes de sable avaient disparu, et à leur place, on voyait, du haut de la falaise, une ligne sombre, rectiligne, comme une avenue noyée. Je suis retourné sur la plage, j'ai ramassé un nouveau bloc. Celui-là portait une tache de cuivre, une goutte figée qui ressemblait à une étoile. Le tailleur a sorti une vieille scie à rubis. Il a tranché le bloc en deux. À l'intérieur, un fossile, un crâne de dauphin, mais plus petit que la main, avec des orbites si larges qu'on y aurait mis des pièces de 2 €. Il m'a dit « C'est pas un dauphin, c'est un enfant du pays d'avant. » Il l'a enveloppé dans un chiffon, il me l'a donné. « Porte-le au large, là où tu as vu le mur, et laisse-le retourner chez lui. » J'ai donc ressorti la combinaison, j'ai replongé. Cette fois, j'ai apporté une torche. Le mur m'attendait, intact, mais une pierre avait glissé, révélant une cavité. À l'intérieur, des galets polis, empilés en cône, et des coquilles percées, alignées comme des perles d'un collier brisé. J'ai posé le crâne au milieu, j'ai reculé, et le courant a fait le reste. Un nuage de sable a recouvert l'offrande. Le mur s'est refermé sur lui-même. Silence. En remontant, j'ai croisé un grand dauphin. Il est resté à ma hauteur. Il m'a regardé. Il a émis un clic si profond que j'ai senti mes côtes vibrer. Puis il est parti vers le sud, vers la faille que le sonar avait dessinée en zigzag. J'ai compris que je n'étais qu'un messager, qu'une voix parmi d'autres, et que la pierre, la mer, la mémoire bretonne, tout cela formait un même tissu, une même respiration. Depuis, chaque fois que le vent tourne au nord-ouest, j'entends le chant. Ce n'est pas une mélodie, c'est un grondement doux, comme un train lointain qui traverserait un tunnel sous la baie. Le tailleur dit que c'est le mur qui se réchauffe, que les pierres se dilatent, que le sel fait son office de mémoire. Moi, je sais que c'est Muri qui rappelle, que les dalles sont ses côtes, que le granit est sa peau, et que tant qu'il y aura des mains pour toucher, des oreilles pour écouter, le continent ne sera pas mort, seulement endormi sous nos pas, attendant que la mer rende enfin ce qu'elle a pris. Le sel me brûlait la gorge quand j'ai enfin déchiffré la ligne verticale griffonnée en marge de la carte. 6.760 AVC JC. Le jour où la mer s'est levée, plus à Sarro que la cathédrale de Tréguier. J'avais d'abord cru à une erreur de calque, un 0 de trop, puis le souvenir est remonté, brut, comme une dague dans l'estomac. Ma grand-mère, accoudée à la table de pierre du lavoir, répétant que le grand lait était passé par là, que ses aïeuls avaient vu les clochers s'éteindre un à un, engloutis dans le temps des temps. Je riais, gamin, en pensant qu'elle confondait marée et mythologie. Ce soir-là, j'ai rangé le sourire. J'ai traqué le chiffre dans les rapports sismiques de Brest, ceux qu'on range au sous-sol parce que les moisissures y grignotent même l'encre. Le registre de 1927, reliure cuir vert presque rongée, renfermait une liasse gluante. Observation de marée, relevé de houle et coincé entre 2 pages, une feuille de papier carbone où un ingénieur breton a noté d'une main fébrile. Anomalie Salissa 160 BP. Couche sédimentaire anormalement riche en coquilles broyées jusqu'à 20 lieues à l'intérieur des terres. Il avait joint un dessin, une ligne ondulée, puis une montagne abrupte, comme un doigt tendu vers le ciel. En bas, il avait écrit « Tsunami », suivi d'un point d'interrogation plus grand que le mot lui-même. J'ai fermé le registre, mais l'image restait collée à ma rétine. Un tsunami, ici, sur nos côtes douces. J'ai repensé aux ornières que j'avais prises pour des sillons de charrue quand j'étais enfant, ces dépressions parallèles derrière la dune de Trestraou, où l'herbe courte craquait sous les pieds de nus. Mon père disait « C'est l'ancienne plage, quand la mer montait plus haut ». Je croyais à une plaisanterie de géant. Aujourd'hui, j'y voyais la signature d'une vague plus haute que l'église. Une vague qui avait tout balayé. Cartes, clochers, souvenirs.
jusqu'à effacer Muri de la mémoire des vivants. J'ai pris le fourgon, direction Penvenant, ce petit port où les pêcheurs ressortent le soir, avec des yeux de charbon. Au café de la Marie, j'ai commandé un bol de lait chaud, juste pour tenir mes mains qui tremblaient. Le patron, Yvon, m'a regardé, a vu la liasse sous mon bras, et il a baissé la voix. « Tu vas chez les Rioux, hein ? Ils ont la mémoire du sable. » Il a essuyé son verre, a craché dans la cendreuse. Dis-leur que le café leur doit toujours 2 cafés de 1956. J'ai souri, mais le cœur battait trop vite. La maison Rioux est au bout de la côte. Une longère couchée contre la lande, toit de chaume si bas qu'on dirait qu'il s'est endormi sur lui-même. J'ai frappé. Une femme est apparue, petite, cheveux argentés tirés en chignon si serrés que ça devait lui faire mal. Elle m'a regardé, a vu la liasse, et sans un mot, elle m'a fait signe d'entrer. Le salon sentait l'iode et la galette froide. Sur la table, une boîte à chaussures en fer blanc. Elle l'a ouverte, a renversé le contenu, des coquillages, des fragments de céramique noire et un os, long, poli, troué à une extrémité comme une flûte. « C'est la preuve » a-t-elle dit. Le jour où la mère est venue jusqu'ici, elle a montré du doigt la butte derrière la maison. Tu creuses 2 mètres, tu tombes sur des algues séchées. Elles ont 1000 fois 1000 ans. Je l'ai suivie dehors. Le vent sifflait dans les ajoncs. Elle a pris une bêche, a planté la lame dans la terre grasse. 3 coups, un bruit de toile, que l'on déchire. Et la terre a rendu une odeur de marée basse. J'ai vu la ligne sombre, la couche de coquilles le broyer, juste au-dessus d'un niveau de sable fin, presque blanc. Elle a pris une poignée, l'a laissé couler. C'est le sel de 660. Il a resté coincé quand l'eau s'est retirée. J'ai voulu parler, mais ma gorge se serrait. Elle a souri, une grimace douce. On appelle ça la mémoire du sel. Tu ne l'effaces pas avec des prières. De retour dans la maison, elle m'a servi un bol de cidre. Le liquide était ambré, presque roux. J'ai bu, j'ai senti la pomme et la tempête. Elle a raconté. Ma arrière-arrière-grand-mère avait 7 ans ce jour-là. Elle était dans la prairie. Elle a vu la ligne blanche à l'horizon. Elle a cru que c'était le brouillard. Puis le bruit, comme 1000 tonneaux qui roulent sur un pont de fer. Elle a couru, mais la vague était plus rapide. Elle s'est accrochée à une poutre, a dérivé 3 jours, jusqu'à l'île aux Moines. Quand elle est revenue, il n'y avait plus de clocher, plus de Muri, juste des oiseaux qui criaient dans le vide. J'ai demandé, comment sait-elle que c'était Muri ? Elle a tapé du doigt sur l'os troué, parce qu'elle avait entendu la cloche, une seule fois, juste avant que le mur d'eau ne fasse éclater le bois. Elle a dit que le son était si profond qu'il lui est resté dans la poitrine jusqu'à sa mort. J'ai pris l'objet. Il était lourd, lisse, avec des stries fines, comme si des doigts l'avaient tourné des siècles durant. J'ai soufflé dedans, un souffle grave, un bourdonnement qui a fait vibrer la fenêtre. La femme a fermé les yeux. Voix de Muri. Tu l'as réveillée. J'ai quitté la Longerge à la nuit tombante. Le ciel était d'un indigo si dense qu'on aurait pu le couper en tranches. J'ai repris la route, mais je n'ai pas rentré. J'ai garé le fourgon sur la dune, face à l'ouest. J'ai éteint les phares. J'ai laissé la baissière ouverte. Le vent apportait l'odeur du large, ce mélange de varech et de fioul que l'on ne sent plus quand on a trop navigué. J'ai sorti la carte de Muri, l'ai posée sur le volant. Sous la lune, la faille apparaissait en rouge sombre, comme une veine qui saigne. J'ai aligné l'orientation. La fissure partait du clocher dessiné, fendait la mer sur 70 km, droit vers le canyon du Cap Fréhel. J'ai pensé à la pente, à la dépression sous-marine où s'entassent les sédiments depuis 8 millénaires. Une zone instable, un râteau géologique prêt à basculer. Il suffirait d'un séisme modeste, 6 sur l'échelle de Richter, pour que la falaise glisse, déclenche un mur d'eau, un réplique en miniature du cataclysme de 6160. J'ai fermé les yeux, j'ai revu la ligne Blaine, l'oiseau qui s'envolait trop tard, la plage qui disparaissait sous un rideau de brume. J'ai entendu le bourdonnement de l'os, le appel de la cloche, et j'ai compris que Muri n'était pas seulement engloutie, elle était en attente, comme une respiration retenue, comme un récit qui cherche sa fin. Le lendemain,
J'ai conduit jusqu'au laboratoire océanographique de Concarneau. J'ai frappé à la porte de Claire, paléotsunamiste, celle qui passe ses journées à dater les sédiments au carbone 14. Elle m'a ouvert, les yeux cernés, l'air de celle qui n'a pas dormi depuis la dernière tempête. Je lui ai tendu l'échantillon de sable, la couche de coquille, la photo du clocher. Elle a froncé les sourcils, a marmonné. C'est pas possible, c'est trop loin à l'intérieur. Puis elle a pris la loupe, a repéré les foraminifères, ces micro-organismes qui ne mentent jamais. Elle a levé la tête, c'est de l'eau profonde, pas de la côte. Il a fallu une vague de 30 mètres au moins. Elle a tapé sur l'ordinateur, a sorti une courbe. Si je calibre ça, j'obtiens 6160 avant le présent, plus ou moins 50 ans. Elle a regardé par la fenêtre, la mer qui chatoyait, et elle a s'arrêté à la souffler. On appelle ça un méga tsunami local. Il n'y en a pas eu depuis. Je suis resté là, planté devant son bureau, à fixer la courbe qui ressemblait à une dent de scie. Elle a baissé la voix. Tu sais ce que ça signifie ? Si la faille repart, la côte n'a plus de mémoire. Elle effacera tout, jusqu'au nom des morts. J'ai pensé à la carte, aux silhouettes qui marchaient sous la lampe, à la femme Rayou et à son arrière-grand-mère accrochée à la poutre. J'ai dit, il faut que je retrouve la cloche. Elle a haussé les épaules. Sous 35 mètres d'eau, bonne chance. J'ai quitté le labo au crépuscule. Le ciel était strié de rose et de cuivre, comme une vieille plaque photographique. J'ai conduit jusqu'au phare. J'ai gravi les escaliers en spirale. J'ai allumé la lampe. J'ai étalé la carte. J'ai posé l'os troué dessus. Le bourdonnement a répondu, faible mais régulier. J'ai compté les battements, un toutes les 7 secondes, le même tempo que la respiration de la mer contre les rochers. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé le son me traverser, et j'ai su que demain, à la première lueur, je plongerai. Pas pour chercher des pierres, pas pour dater des sédiments, pour entendre la cloche une seconde fois, pour que Muri cesse d'être un nom plié dans une carte, pour qu'elle devienne, même une fraction de seconde, un lieu qui sonne encore. Le sable me griffait les chevilles dès que j'ai posé le pied sur la langue de terre qui s'étire au sud-est de Groix. On appelle ça la plage des sables roux. Mais ce matin-là, elle était blanche, d'un blanc sale, comme du sel râpé sur un tableau ardoise. Le vent d'est ramenait des grains si fins qu'ils entraient dans la bouche, entre les dents, sous la paupière. J'avais le crâne du petit dauphin dans ma poche, enveloppé dans le chiffon du tailleur, et à chaque pas, il tapotait ma cuisse comme un doigt mouillé qui répétait « Plus loin, encore plus loin ». J'ai laissé derrière moi les derniers crolls de goéland, les traces de pneus du tracteur qui ramassent les algues. 10 minutes de marche, et la plage a disparu sous une dune mouvante. Là, le sable est devenu translucide. On aurait dit du sucre glace mélangé à des éclats de verre pilé. J'ai baissé les yeux. Mes baskets s'enfonçaient sans bruit, comme dans de la farine volante. Et puis, j'ai vu le premier cristal. Il dépassait d'à peine 1 millimètre, un triangle limpide, planté debout comme une voile de maquette. Je l'ai tiré. Il mesurait la moitié de mon auriculaire, et à son extrémité, une face était polie, l'autre striée de sillons parallèles, exactement les mers que j'avais vues sur le mur sous-marin. J'ai retourné la lumière. L'intérieur du cristal contenait une bulle d'air, mais l'air bougeait, montait, descendait, comme une goutte de mercure prisonnière. J'ai refermé la main. La bullée frappait les parois, légère, obstinée. J'ai continué. Chaque pas en faisait surgir d'autres. Des hexagones, des octogones, des lames si minces qu'on les aurait crues taillées dans du papier de riz. Certains étaient teintés d'un jaune pâle, d'autres d'un bleu d'acier, comme s'ils avaient bu la couleur du ciel à différentes heures. Au bout d'une centaine de mètres, la dune s'est écrasée en cuvette, et j'ai aperçu le premier pilier. Imagine un socle de granit rose, haut comme une table de ferme, mais recouvert d'une croûte de quartz si transparente qu'on voyait la pierre nue en dessous, comme un cœur sous une carapace de glace. Le quartz s'était agencé en colonne, toute tournée vers le même point cardinal, l'ouest, vers le large, vers la faille. J'ai posé la main dessus. Il faisait chaud, plus chaud que le sable, comme si un feu dormait à l'intérieur. J'ai entendu un crissement, presque un chant,
quand mes doigts ont glissé sur les facettes. J'ai contourné le pilier. Derrière, une avenue s'ouvrait, large de 3 mètres, bordée de ces mêmes colonnes de cristal, espacées de 5 pas. Le sol était lisse, durci, vitrifié. On aurait dit qu'on avait fondu le sable au chalumeau, puis qu'on l'avait laissé refroidir en surface miroir. Mes semelles réfléchissaient, déformées, élargies, comme si je marchais sur mon propre fantôme. Au loin, l'avenue montait en pente douce, puis disparaissait dans un rideau de brume saline. J'ai suivi. Les colonnes devenaient plus hautes, plus minces, leur sommet se terminant en pointe comme des crayons de graphite taillés au couteau. Entre elles, des filaments de quartz s'étaient potendus, des cordes de lumière si fragiles qu'un souffle les aurait fait tomber. Je les ai effleurés. Ils vibraient, produisant une note aiguë, un la dièse, exactement la fréquence qui fait pleurer les yeux sans raison. J'ai avancé et l'allée s'est transformée en pont, un pont sans garde-fou, au-dessus d'un vide de sable. En dessous, la dune s'était vidée. Il y avait une cuve, ovale, large comme un terrain de basket, et au centre un arbre de cristal. Je l'ai vu de haut, un tronc unique, blanc laiteux, qui se divisait en 7 branches, chaque branche se subdivisant en 7 autres, et ainsi de suite, jusqu'à former une canopée de fines aiguilles qui scintillaient comme des clous d'étoiles. L'arbre ne touchait pas le sol. Il flottait, soutenu par je ne sais quelle tension, à 30 cm au-dessus de la glaise. Autour de lui, le sable avait formé des anneaux concentriques, comme les rides qu'un caillou jeté dans l'eau imprime à la surface. Sauf que ces rides étaient figées, durcies, translucides. J'ai descendu la pente, le sable a cédé sous mes pieds, puis s'est recellé, lisse, sans trace. J'ai atteint le bord de la cuve. L'arbre m'a regardé. Je sais que c'est absurde, mais j'ai senti un regard, une attention, comme quand un animal sauvage vous jauge avant de fuir. J'ai sorti le crâne de dauphin du chiffon. La bulle d'air à l'intérieur du cristal s'est mise à tourner plus vite, comme un gyroscope. J'ai posé le fossile sur le premier anneau. Le sable a vibré, un frisson si léger qu'un papillon l'aurait provoqué. Et l'arbre a chanté. Pas une mélodie humaine. Un ensemble de notes pures, toutes différentes, toutes ensemble, comme si chaque aiguille de cristal frappait une cloche invisible. Le son m'a enveloppé, j'ai fermé les yeux et j'ai vu une plaine, verte, bordée de falaises basses, au milieu une ville de toits arrondis, des rues en dos d'âne, des jardins de salicornes, et au-dessus, dans le ciel, un grand dauphin d'or qui tournait lentement, projetant une ombre ronde sur les maisons comme une manège de foire. Les gens levaient à la tête, riaient, agitaient à mode des drapeaux de lin. Une fille, les cheveux couleur de goémon séché, tenait un bébé contre elle. Le bébé avait les mêmes yeux que la bulle dans mon cristal, un regard qui bouge sans cesse. L'image a duré le temps d'un souffle. Quand j'ai rouvert les yeux, l'arbre avait changé. Ses branches ployaient, se courbaient vers moi, et leurs pointes touchaient le crâne. Une fine pellicule de quartz s'est formée, recouvrant l'os, le transformant en verre. Le fossile s'est devenu transparent, puis a disparu, dissous, englouti. L'arbre s'est redressé, et le silence est revenu, plus dense que la brume. J'ai reculé. Le sol derrière moi s'est mis à craqueler. Les anneaux se brisaient, un à un, comme des assiettes qu'on jette à terre. J'ai couru. Les colonnes se sont éteintes, leur lumière éteinte. Le pont s'est effondré dans un nuage de poussière de silice. J'ai atteint la dune extérieure, j'ai tourné la tête. Il ne restait plus qu'un cratère, un ventre ouvert, et au centre l'arbre, seul, qui tournait lentement sur lui-même, comme une toupie fatiguée. Je suis repassé devant le premier pilier. Il avait fissuré. Le quartz s'était écaillé, révélant le granit nu, gris, triste. J'ai ramassé un éclat au sol. Il était tiède encore, mais la bulle d'air à l'intérieur était immobile, figée, morte. J'ai glissé le fragment dans ma poche, à côté de la carte de Muri. Le papier a frémi, comme un chien qui flaire une odeur connue. En regagnant la plage, j'ai croisé un enfant. Il devait avoir 8 ans, les pieds beaux nus, un seau en plastique bleu. Il m'a regardé, a vu la poussière de cristal sur mes épaules, et il a dit « Tu viens de l'île, hein ?» J'ai hoché la tête. Il a souri, a montré son seau. Dedans,
des coquillages ordinaires, mais aussi un petit cristal, identique à ceux que j'avais piétinés. Il me l'a tendu. « C'est pour toi », a-t-il dit. « Il faut le rendre quand tu sauras comment il s'appelle. » J'ai pris le cadeau. L'enfant a couru vers sa mère, et ils ont disparu derrière la dune. J'ai regardé le cristal. Il était froid, transparent, et à l'intérieur, une bulle d'air immobile. J'ai soufflé dessus. Elle n'a pas bougé. J'ai serré le poing. Le silence était revenu, le même qu'après la cloche du phare. J'ai levé les yeux vers l'horizon. Le soleil couchant faisait briller la ligne de flottaison, et j'ai cru voir, très loin, une silhouette dorée qui tournait, lente, au-dessus des vagues, comme un manège qu'on n'aurait jamais arrêté. Le grondement me parvint pendant que je dormais debout, accoudé au volant du fourgon garé sur la dune. Un son si grave qu'il ne passa pas par mes oreilles, mais par mes omoplates, comme si la terre me tenait par les épaules et me secouait pour me réveiller. J'ouvris la portière, le vent d'est me gifla, et dans la nuit, je vis la silhouette. Une ligne droite, noire, à l'horizon, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Je crus d'abord à un cargo dérivant, mais le navire n'avait ni feu ni mât. C'était une dalle debout. Un mur de granit dressé dans la mer, aussi haut qu'une maison, aussi mince qu'une feuille de rasoir. Et il bougeait. Pas de gauche à droite, mais de bas en haut, comme une respiration lente. Je descendis vers la plage, les pieds nus dans le sable froid, et le bruit s'amplifia. Un gémissement de pierre qui se déchire de son propre poids. Je n'avais pas de lampe, seulement la lune, et la lune était assez claire pour que je distingue les veines du roc. Les veines couraient verticalement, parallèles, espacées d'une paume, exactement comme les plis d'un drap qu'on tire pour l'étendre. Quand j'approchais, je vis que la dalle n'était pas seule. Il y en avait une autre, derrière, puis une troisième, comme des pages d'un livre géant qu'on aurait planté dans le sable. J'avançais jusqu'à ce que l'eau me mouille les genoux. Les dalles formaient une avenue, droite, perpendiculaire à la côte, longue de 300 mètres disparaissant sous la surface noire. Je tendis la main. La pierre était tiède, plus tiède que l'air, comme si un sang lent coulait derrière l'épiderme de quartz. Je frappai du poing. Le son fut sourd, mais il répondit aussitôt par un écho plus aigu, venant du fond. Un écho en forme de cloche. Je reculai d'un pas. La dalle trembla. Pas un tremblement de terre, mais un frisson, comme quand on effleure la peau d'un cheval endormi. Soudain, je compris. Ces plaques n'étaient pas tombées du ciel. Elles avaient été couchées, puis redressées, comme des soldats qu'on réveille au milieu de la nuit. Et elles n'étaient pas seules. Le lendemain, j'embarquai le sondeur du canot de service. Je longeais la côte à 100 mètres du rivage. Trace après trace, le fond se découpa en rectangles parfaits. 12 dalles, 20, 50. Une forêt de granit endormi, couchée à plat, alignée selon un azimut de 247 degrés. Exactement l'angle que forme la trajectoire du soleil couchant au solstice d'hiver. J'avais sous mes pieds un cimetière de géants de pierre, couché la tête à l'ouest, les pieds à l'est, attendant que la mer se retire assez pour leur laisser le droit de se lever. Je rapportai l'information au tailleur. Il écouta, le front contre ses mains, puis il sortit un vieux calepin à couverture de cuir. Il y avait dedans des croquis datés de 1938, des dalles identiques, mais à l'envers, comme des empreintes. Il m'expliqua que ces blocs, on les appelle les dormeurs. Ils ne sont pas taillés, ils sont nés. Ils sont sortis de la carrière il y a 8000 ans, à la même époque où la mer a monté. On les a couchés pour qu'ils ne s'envolent pas. Et on leur a parlé, on leur a dit « dors », jusqu'à ce que la terre ait besoin de vous. Il ferma le cahier, me regarda droit dans les yeux. Si tu les as vus debout, c'est qu'elle a besoin. Le soir même, je retournais sur la plage. La lune était pleine, la marée basse exceptionnelle, à moins 60 cm du niveau moyen. L'eau s'était retirée de plus d'1 kilomètre, laissant à nu un plateau de sable durci, lisse comme un miroir. Et là, je vis. Les dalles n'étaient plus seulement debout, elles s'étaient déplacées. Elles avançaient lentement, d'1 centimètre par minute, comme des marcheurs ivres. Leur base laissait des sillons, des traces de glissement, des empreintes de pas géants. Je suivis l'une d'elles.
Elle mesurait 12 mètres de long, 2 mètres de large, 30 centimètres d'épaisseur. Elle pesait 60 tonnes. Elle avançait. Je posais mon épaule contre elle. Elle était tiède, vibrante, comme une bête qui retient son souffle. Je sentis sous mes semelles le grondement, le même que la nuit précédente, mais plus proche, plus intime. Le granit chantait. Il ne gémissait plus. Il fredonnait une gamme ancienne, en breton. Une chanson que je ne comprenais pas, mais que mes os reconnaissaient. Je m'assis sur le sable, j'attendis. Les dalles passèrent devant moi, lentes, majestueuses. Leur ombre balayait la lumière de la lune, projetant sur le sol des faisceaux qui ressemblaient à des cathédrales inversées. Une dalle s'arrêta à ma hauteur. Je tendis la main. Elle s'inclina, comme un vieux chêne qui penche pour laisser grimper un enfant. Je gravisis la pente. Je me hissai sur le plateau. D'en haut, je vis l'armée entière. 120 dalles, toutes en mouvement. Toutes convergent vers un même point, un cercle parfait au centre du plateau, là où la mer ne toucherait pas avant 6 heures. Le cercle mesurait 30 mètres de diamètre. Au milieu, une dalle plus petite, carrée, posée à l'envers. Elle portait une inscription, une spirale triple, exactement celle que j'avais vue sur le mur sous-marin. Je sautai à terre. Je courus vers le centre. Les dalles s'alignaient autour, comme des monolithes assistant à un sacrifice. Quand j'atteignis la dalle centrale, elle s'ouvrit, pas en deux, mais en 4 triangles qui s'effondrèrent vers l'intérieur, révélant un puits de granit, lisse, poli, aussi profond que la nuit. Je m'agenouillai. Le puits émettait une chaleur douce, une haleine de terre-mer. Je tendis la main. Mes doigts rencontrèrent une surface humide, tiède, vivante. Ce n'était pas de l'eau, c'était de la pierre qui respirait. Je compris alors que les géants n'étaient pas des statues, ils étaient des valves d'un cœur plus grand que la baie, et elles s'ouvraient. Je retirai ma main, je reculai. Les dalles s'immobilisèrent, tournèrent légèrement vers l'extérieur, comme des ailes qui se replient. Le cercle devint une rosace. Le puits se referma sans bruit. Le chant cessa. Le silence s'abattit, si dense que j'entendis le battement de mon sang dans mes oreilles. Je restai là, agenouillé, jusqu'à ce que la mer recommence à monter. Les dalles ne bougèrent plus. Elles s'étaient remises à dormir, la tête tournée vers l'ouest, comme si rien ne s'était passé. Je dus fuir devant l'eau qui revenait vite. Quand je regardais derrière, la surface était lisse, intacte, sans trace de pas, sans sillon. Seule la lune tremblait sur l'eau, comme un souffle qui retient sa respiration. Le lendemain, je rapportais un fragment. J'avais ramassé un éclat, gros comme ma main, tombé du bord d'une dalle. Il était chaud, légèrement humide, et il sentait le thym sauvage, cette odeur que l'on trouve dans les landes quand le soleil cogne. Le tailleur le posa sur sa meule, il fit tourner la meule lentement. Sous l'abrasion apparut une veinure, des lignes parallèles, espacées d'1 millimètre, exactement comme les stries d'un muscle. Il me regarda, il murmura « C'est du granit vivant, il se régénère ». Il me donna l'éclat. « Porte-le sur toi. Quand il sera froid, tu sauras que les dormeurs vont se lever pour de bon. » Je l'ai gardé dans ma poche. Chaque soir, je le palpe. Il est encore tiède, mais parfois, quand la lune est pleine et que le vent tourne au nord-ouest, il pulse, comme un cœur qui se souvient. Et je sais que quelque part, sous la baie, les géants de granit étirent leurs doigts. Ils bâillent, ils attendent. Ils n'ont pas de montre, ils ont la marée. Ils n'ont pas de voix, ils ont la cloche. Et quand elle sonnera une seconde fois, ils se lèveront tous ensemble. Ils marcheront vers la terre. Ils reconstitueront mûri, pierre après pierre, pas après pas. Et moi, j'espère être là, debout sur la dune, à leur dire bonjour. L'ADN a un goût de fer et de sel quand on le porte sur la langue. Je ne plaisante pas. J'ai mis une goutte de mon propre sang, prélevée avec une lancette de diabétique, sur un lamelle de verre. Je l'ai séché au-dessus de la lampe à alcool. Et j'ai léché. C'était minuit, au labo de Roscoff, abandonné depuis que les chercheurs ont migré vers Brest et ses financements. J'étais seul, la carte de Muri ouverte devant moi, l'os de dauphin réduit en poudre dans un petit bocal en verre bleu, et la certitude que quelque chose dans mes cellules répondait à l'appel du temps. Je n'étais pas venu pour une analyse rationnelle. J'étais venu pour écouter la mémoire qui coule dans mes veines, celle qu'on ne trouve dans aucun livre,
celle que la mer a gardée en dépôt. La veille, j'avais croisé un type sur le quai de Lézardrieux. Il tenait une boîte en cuir, la taille d'un classeur, fermée par une courroie. Il m'a regardé, a vu la poche de ma veste où dépassait le coin de la carte, et il a dit sans préambule « Tu sais que les Bretons ont 3 génomes ?» J'ai ri, mais il a ouvert la boîte. Dedans, des fiches jaunes, des tampons à l'encre violette et des tubes en plastique remplis de sang séché. ADN mitochondrial, lignée maternelle, échantillon de 1923. Il a tendu un tube. Ma grand-tante, née en 1888, sa mère a entendu la cloche de Muri. Son sang parle encore. Je l'ai suivi dans une arrière-salle de café, odeur de calva et de tabac froid. Il a sorti un vieil amplificateur, du genre qu'on utilisait pour les pick-up de 68 tours. Il a branché une aiguille, mais au bout du câble, il y avait une cellule électrophorèse miniature. Il a versé une goutte du sang reconstitué dans un gel de silice. Il a fermé le couvercle, il a mis Soul, il a mis le son à fond. Le haut-parleur a craché, puis un bourdonnement est apparu, grave, régulier, un battement de cloche sous l'eau. Il a fermé les yeux. C'est le rythme de la marée quand elle monte sur les dalles. Elle est là, dans ses bases azotées. Je suis reparti avec un tube. Pas pour le science, pour la conversation. Dans le labo désert, j'ai répété l'expérience. J'ai prélevé mon sang, je l'ai mis en séquence. J'ai collé les bandes de papier sur la table comme des photos de vacances. Et là, j'ai vu un fragment de 70 paires de bases qui ne correspondaient à rien dans les banques internationales. Pas celte, pas gaulois, pas romain. Une séquence orpheline, flottante comme une île. J'ai comparé avec la poudre d'os de dauphin. Même signature, même séquence étrangère. J'ai soufflé sur la feuille, j'ai fermé les yeux et j'ai compris. Nous ne sommes pas les premiers habitants de ce rivage. Nous sommes les derniers d'un mélange et dans chacun de nous, il reste un petit morceau de Muri qui attend que la mer remonte. J'ai pris la route vers les monts d'Arrée. Là-haut, la lande est si vaste qu'on croit voir la courbe de la terre. J'ai dormi dans un refuge, un vieux blockhouse transformé en gîte. Le gardien, un gars qui ne parle qu'en phrases coupées, m'a servi une soupe aux herbes. Il m'a regardé, a vu le tube dans ma poche. Il a dit « Tu l'as entendu, la cloche ?» J'ai hoché. Il a souri. Il a montré son poignet. Une cicatrice en forme de croix. Don de sang, 1987. J'ai vu ma propre séquence, même anomalie. On est cousins. Il m'a emmené à l'aube sur un cairn de granit. Le vent était si fort qu'on devait crier pour s'entendre. Il a sorti un vieux récepteur à galène. Il a tendu une antenne en fil de cuivre. Il a branché un casque. Il m'a fait mettre l'écoute. Dedans, pas de radio, pas de musique, un souffle qui monte, qui descend, qui parle en paquets d'ondes. Il a traduit, c'est la mémoire de la lande. Elle dit que la mer était ici, à 1000 mètres d'altitude. Elle dit qu'elle reviendra. J'ai descendu vers la côte en stop. Une femme m'a pris, conduisait une vieille Renault 4 peinte en verre-bouteille. Elle avait les cheveux blancs, tressés comme une corde d'amarrage. Elle m'a regardé dans le rétroviseur. « Tu vas au séminaire ?» J'ai rigolé, mais elle a continué. « Les séminaires de sang. Mon fils y va tous les ans. On se regroupe, on compare nos séquences, on cherche la partie manquante. » Elle a sorti un carnet, m'a montré la page. Des arbres généalogiques dessinés à la main, des dates, des prénoms et au milieu, un symbole, une cloche entourée d'une vague. On appelle ça la lignée des échos. Elle m'a déposé à Trébeurden, devant l'église. J'ai attendu la marée basse. J'ai marché jusqu'à l'île Milieu. Là, il y a une chapelle ruinée, sans toit, sans clocher, juste les murs en granit rose. J'ai monté les marches, j'ai posé la carte sur l'autel brisé. Le vent entrait par toutes les fenêtres, faisait vibrer le papier comme une voile. J'ai sorti le tube de sang, j'ai versé une goutte sur la pierre. Elle a disparu aussitôt, buée, avalée. Et j'ai entendu. Pas une cloche, une voix. Une voix qui venait de l'intérieur de ma tête, mais qui n'était pas la mienne. Elle a dit « Tu nous portes, nous te portons. Quand la mer reviendra, tu sauras nager. » J'ai fermé les yeux. J'ai vu une foule, des milliers de gens, debout sur la dune, les mains jointes, regardant vers l'ouest. Ils attendaient parfois la vague. Ils savaient. Ils avaient toujours su. Et dans leurs veines,
la même séquence que la mienne, la même anomalie, le même appel. Je suis redescendu. J'ai pris le bateau du soir pour l'île Grande. Le capitaine, un gars taciturne, m'a regardé, a vu la trace de sang sur ma manche. Il a dit « Tu vas chez les dames ?» J'ai haussé les épaules. Il a expliqué « Les dames de la dune. Elles prennent le sang, elles le lisent, elles te disent d'où tu viens. Elles sont là-bas, dans la maison sans nom. » J'ai trouvé la maison. Une longère basse, sans rideau, sans numéro. J'ai frappé. Une femme a ouvert, très vieille, yeux d'un bleu si clair qu'on aurait dit de l'eau de mer filtrée. Elle m'a fait entrer. Dedans, rien. Pas de meubles, pas de table, juste des miroirs accrochés au mur, tous fissurés. Elle m'a demandé la main. J'ai donné. Elle a piqué, a recueilli 3 gouttes. Elle les a laissées tomber sur une lame de microscope posée sur le sol. Elle a allumé une lampe, elle a regardé, puis elle a souri. Tu as la ligne qui remonte à Muri. Tu es le 8e depuis 100 ans. Elle m'a emmené dans la pièce du fond. Là, un mur entier recouvert de petits bocaux, chaque bocal contenant un morceau de céramique, un tesson, un os, une dent. Elle a pris un flacon, me l'a donné, dedans un fragment de cloche, rouillé, minuscule. Sonne-le dans l'eau. Elle se souviendra. J'ai quitté l'île au lever du jour. J'ai pris le canot du phare. J'ai rallié le point exact où la carte indique l'église. J'ai attaché le sondeur. J'ai mis le moteur au point mort. J'ai sorti le fragment. Je l'ai suspendu à un fil de nylon. Je l'ai laissé descendre. 30 mètres. 35. Le fil s'est tendu. J'ai fermé les yeux. J'ai entendu le tintement, faible mais réel. Une seule note. Puis le silence. J'ai remonté. Le fragment avait disparu. À sa place, une goutte de quartz, parfaite, limpide, qui battait au rythme de mon pouls. Je l'ai mise dans ma poche, contre ma peau. Elle était tiède. Depuis, chaque fois que je dors près de la mer, je rêve d'une ville sous l'eau, où les clochers sont de cristal, où les rues sont de sable, où les gens ont mes yeux, mon nez, ma ligne d'ADN. Ils me regardent, ils attendent, ils savent que la mer reviendra. Ils savent que je saurai nager. Ils savent que je porterai leur mémoire. Une goutte de sang à la fois, jusqu'à ce que la vague les ramène à la surface, et que Muri redevienne un nom que l'on peut marcher, respirer, aimer. Un souffle d'eau glacée me gifla le visage alors que je glissais du plat-bord, la combinaison déjà trempée. Le soleil n'était pas levé. Il ne restait qu'un fil violet au ras de l'eau, pareil à une veine découverte après l'arrachage d'un pansement. J'avais le cœur aussi serré que la cagoule collée sur ma tête. Aujourd'hui, je ne plongeais pas pour contempler des pierres endormies, mais pour interroger ceux qui avaient assisté au naufrage de Muri sans avoir ni doigt ni bouche pour en parler, les dauphins. On dit qu'ils rient. Moi, je savais depuis longtemps qu'ils chuchotent. Je descendis les 4 mètres de l'échelle de fer, laissant le canot se balancer au-dessus comme un berceau abandonné. L'eau, à 6h30 du matin, était d'un noir si dense qu'elle reflétait mes angoisses sans les déformer. J'appuyai sur le bouton de la lampe frontale. Un cône verdâtre fendit l'obscurité. Pas de fond en vue, seulement des particules qui dansaient, pareilles à des cendres retenues en suspension. J'y inspirais par le détendeur, le bruit de bulles me vrilla les tympans, et je me laissais aller. Chaque centimètre avalé me rapprochait d'une mémoire que l'on prétend impossible. Celle d'un peuple qui n'a pas écrit, mais que les cétacés auraient me conservé dans leur crâne plus large que le mien. À 15 mètres, le thermocline me mordit les joues, froid comme l'ombre d'une église en décembre. Le courant s'accélérait, venant de l'ouest, exactement l'angle que la carte de Muri appelait la gouttière des sirènes. Je m'y laissais entraîner, les bras ballants, devenant objet, feuille, message dans une bouteille. Soudain, le grondement. Un tac-tac-tac régulier, pas un moteur, pas un sonar, mais le claquement des mandibules d'un grand dauphin qui s'ennuie. Je stoppai mon souffle, le bruit s'approcha, ralentit, devint un ronronnement de chat géant. Dans la lumière tremblante de ma lampe, il apparut, 4 mètres, peut-être 5, le dos gris ardoise strié de cicatrices en forme de virgule. Il nageait à contre-courant, me fixait de l'œil noir, placé comme un clou au milieu d'une planche. Il n'était pas seul.
2 autres silhouettes se dessinèrent, puis 4, puis une dizaine, formant un demi-cercle dont je devenais le centre nerveux. Le premier s'approcha jusqu'à ce que mon masque effleure son front lisse. Il ouvrit la gueule. Pas de rugissement, mais un échappement d'air si puissant que mes cheveux se collèrent en arrière. Puis le silence, et dans ce silence un sifflement aigu, presque imperceptible, qui descendit d'une octave, remonta, fit 2 notes, 3. J'avais lu les rapports des acousticiens de Brest. Ces modulations tenaient lieu de noms de famille. Je ne comprenais pas le sens, mais je sentais le rythme. 2 coups pause, 3 coups pause, exactement celui que j'avais entendu dans le puits de granit quand les géants s'étaient levés. Je répondis, je tapotai 2 fois sur la visière, 1 fois sur le bloc de plomb attaché à ma ceinture. Le dauphin recula, fit un demi-tour, revint, puis s'immobilisa, me présentant son flanc. Je vis alors la cicatrice. Une entaille large comme ma main, en forme de croix gothique, les bords blanchis. Au centre, incrustée, une puce de céramique verte. Je l'arrachai délicatement. Elle était rectangulaire, portait le même M que le tesson que j'avais remonté 15 jours plus tôt. Le dauphin ne broncha pas, mais le groupe serra les rangs, réduisant le cercle. J'avais l'impression d'être au milieu d'un conseil de tribu, où l'on décerne un totem. Je glissai la céramique dans la poche étanche fixée sur mon avant-bras. Aussitôt, le grand mâle siffla une nouvelle séquence, plus courte, plus pressante. Il partit vers l'ouest, la faille, le gouffre. Les autres me bousculèrent doucement, me poussant à le suivre. Je compris, j'étais invité. Non pas à une démonstration, mais à une lecture. Nous descendîmes. 20 mètres, 30. La lumière du jour ne filtrait plus, seule la bioluminescence de mes compagnons. Des flashs bleus qui clignaient à chaque contraction de leurs muscles dorsales. C'était comme nager au milieu d'un ciel étoilé renversé, où les constellations nageraient autour de moi. À 35 mètres, le fond apparut. Pas de sable, pas de vase, mais une prairie d'algues plates, couleur bronze, ondulant comme des bannières au vent. Au centre, une bosse régulière, le clocher. Le toit de granit rose que j'avais aperçu sur la photo de 1912. Il était couché, fendu en 2, mais debout sur un côté, maintenu par une épingle de quartz. Autour, disposées en rosace, des dalles identiques à celles que j'avais vues marcher la nuit sur la grève. Les dauphins ralentirent, se placèrent en étoile, le nez tourné vers le clocher. Le grand mâle me poussa l'épaule, j'avançai. Je posai la main sur la pierre. Elle était tiède, vivante, comme celle du puits. Soudain le bourdonnement, la même fréquence que l'arbre de cristal, le même la dièse qui vous pince les larmes. Les algues se raidirent, découvrant une dalle au centre de la rosace. Elle portait des spirales triples incrustées de nacre. Je reconnus le motif. C'était celui que les vieux graveurs bretons appellent le chemin des âmes. Les dauphins se mirent à claquer des mâchoires en chœur, créant un roulement qui ressemblait à un tambour de procession. Je compris que je devais parler, non pas avec ma bouche, mais avec l'objet que j'avais reçu. Je sortis la céramique verte, la posai sur la spirale. Le contact produisit un déclic inaudible, mais ressenti dans mes vertèbres. Les algues se refermèrent comme un rideau qu'on tire. Puis vint le son. Pas un sifflement, pas un grondement, mais une phrase nette en 2 temps. Un appel descendant, une réponse montante. Je l'entendis dans ma tête, non dans mes oreilles, mourir. Les dauphins se mirent à nager en cercle, rapide, de plus en plus serré, créant un tourbillon. J'étais le centre, la bobine autour de laquelle s'enroulait la mémoire. Le courant me souleva, me fit tourner comme une feuille. Dans le tourbillon, je vis des images, non pas floues, mais nettes, comme si quelqu'un projetait un film sur la face interne de mon masque. Une place de marché au bord de l'eau, des dauphins nageant entre les barques, des enfants qui leur langent des poissons argentés. Une fille, la même qu'au rêve de l'arbre de cristal, cheveux de goémon, qui pose sa main sur le front d'un grand cétacé. Une cloche sonne, 3 fois. La mer se retire, les dauphins s'agenouillent, non, ils s'échouent volontairement, la tête vers le clocher, comme pour recevoir une bénédiction. Puis le mur d'eau, la fuite, le cri, le silence. Le tourbillon s'arrêta. Je me retrouvai au-dessus du clocher, hors du souffle. Les dauphins s'écartèrent, formant une avenue. Le grand mâle revint,
me tendit son flanc. Je vis alors la nouvelle cicatrice, fraîche, rose, en forme de cloche. Il l'avait eue entre mon plongeon d'hier et aujourd'hui. Je posai ma main dessus. La chair battait au rythme de mon pouls. Il me regarda, et je sus. Ils avaient recommencé le récit. Il m'avait choisi comme page, mais je devais à mon tour le transmettre. Il me poussa doucement vers la surface. Je compris que la cérémonie était close, que l'archive venait de s'ouvrir pour moi, et que je ne pourrais plus jamais la fermer. Je remontai lentement, décompressant à chaque palier, comptant les secondes comme des perles. À 5 mètres, le soleil perça enfin, faisant exploser l'eau en milliers d'étincelles. Les dauphins restèrent en dessous, immobiles, formant un cercle parfait autour du clocher couché. Le dernier que je vis fut le grand mâle. Il leva le rostre, émit un dernier clic, puis plongea. La lumière effaça leur silhouette, mais pas le message. En atteignant la surface, je crus entendre encore la cloche, une fois, très loin, comme si elle sonnait dans ma cage thoracique. Je gravis l'échelle, retirai masque et détendeur. Le canot oscillait, mais le monde avait changé de tempo. Dans ma main, la céramique verte avait chauffé, incrustée désormais dans la paume comme une empreinte digitale. Je la regardais. Sous la lumière du jour, le M avait viré au doré, et autour de lui apparaissait une minuscule spirale, tracée par des pores invisibles. Je sus que je ne l'avais pas ramassée. Elle m'avait adopté. Et je sus aussi que, dès ce soir, quand le vent tournerait au nord-ouest, j'entendrais de nouveau les dauphins archivistes me rappeler leur prêt. Je n'ai pas frappé. J'ai tourné la poignée, la porte s'est ouverte d'elle-même, comme si le bâtiment retenait son souffle depuis des années et décidait enfin de me laisser rentrer. L'odeur m'a frappé en pleine poitrine. Chlorophylle séché, alcool à 90 degrés, poussière de paraffine, et ce parfum spécial des congélateurs qui ont oublié qu'on les a branchés. Le couloir était noir, seules les sorties de secours brillaient d'un vert sale qui faisait mal aux dents. J'ai refermé derrière moi. Le clic a résonné comme un os qu'on brise. J'étais au centre de recherche océanographique de Brest, celui qu'on appelle le silo, parce qu'il est creusé dans la colline, sans fenêtre, sans horizon, sans âge. On y range les carottes de sédiments, les échantillons d'eau, les boyaux des abysses et les dossiers qu'on ne veut plus voir. Moi, je n'étais pas venu pour les archives officielles. Je cherchais la salle 404, celle qu'on efface des plans depuis 1998. La carte de Muri pliée dans ma poche chauffait si fort que j'ai cru qu'elle allait m'ouvrir la peau. J'ai descendu l'escalier en béton, pas à pas, en comptant les marches comme on compte les pulsations d'un malade. Au niveau 3, l'air est devenu si froid que mes lunettes ont bué. J'ai soufflé, le nuage s'est formé, et dans ce nuage j'ai vu une silhouette, un homme en blouse blanche. Mais la blouse était grise de poussière, et l'homme n'avait pas de visage, seulement une lampe frontale qui clignotait. Il m'a fait signe de le suivre, j'ai obéi. Nous avons traversé des couloirs en zigzag où les ampoules grésillaient comme des insectes mourants. De chaque côté, des portes métalliques fermées à clé, avec des petites fenêtres de verre dépoli. Derrière, j'entendais des bruits, un clapotis lent, comme une marée dans un seau, un tintement régulier, comme une cloche qu'on remonte du fond. Parfois, un souffle, un vrai, si chaud que la vitre s'est embuée. L'homme sans visage ne parlait pas, ses semelles faisaient un bruit de papier mouillé. Au bout du corridor, une porte plus petite, peinte en verre militaire, avec une plaque en cuivre. Service paléo-tsunami, accès restreint. L'homme a sorti une clé, l'a tournée, m'a poussé à l'intérieur, et il a disparu. Je ne l'ai plus jamais vu. La pièce était basse, large, sans fenêtre, éclairée par des tubes néons qui bourdonnaient à 50 Hz. Ce rythme qui fait vibrer le cerveau comme une scie. Au centre, une table d'autopsie recouverte de contreplaqué, et sur la table, un bloc de sédiments, haut d'1 mètre, cylindrique, emballé dans du film plastique. Un cartel jaune, carotte B404, profondeur 42 mètres, extrait 1987, non catalogué. J'ai déchiré le film. L'odeur de vase m'a saisi, âcre, noir, comme si on ouvrait un cercueil sous la mer. J'ai touché la surface. Elle était humide, plus humide qu'elle n'aurait dû l'être après 37 ans de stockage. J'ai sorti mon canif, j'ai tranché. La lame a glissé,
à rencontrer quelque chose de dur. J'ai élargi l'entaille. C'est alors que j'ai vu la première dent. Une dent humaine, mais plus large, racine incluse, noircie, avec une couronne usée, comme si elle avait mâché du sable pendant des siècles. Puis une autre, et une autre. 6 dents, alignées, plantées dans la vase comme des clous dans une planche. J'ai continué à découper. À 12 cm, un fragment d'os, long, poli, avec des stries régulières, des entailles de couteau, des marques de taille. À 20 cm, une plaque de bois. Petit format, mais le bois était imprégné de sel, dur comme de l'ardoise. Dessus, des lettres. Pas de l'alphabet latin, pas du runique, des signes en spirale, exactement ceux que j'avais vus sur le mur sous-marin. J'ai soufflé dessus, la poussière s'est envolée et les spirales ont brillé. Un instant, comme des filaments de cuivre chauffés à blanc. J'ai senti la sueur me couler dans le dos, glacée. J'ai regardé autour. Les murs étaient couverts de casiers métalliques, fermés par des cadenas rouillés. J'en ai forcé un. À l'intérieur, des boîtes en carton, des fiches, des photos. La première photo, un homme en combinaison de plongée, debout sur la plage de Trégastel. Mais derrière lui, à la place de la mer, il y avait un mur d'eau, haut de 30 mètres, figé en plein effondrement. Au dos, une date, 17 août 1987. Essai, Nerero 4, tsunami simulé. J'ai feuilleté, rapport, courrier, annotation manuscrite. Une ligne me reste en travers de la gorge. La carotte B404 contient des traces d'ADN humain non identifiées, lignée antérieure à 6000 ans BP. Recommandation. Classement secret définitif. Une autre. Bruit de cloche détecté dans le sédiment. Fréquence 27 Hz correspond au battement cardiaque d'un cétacé en fin de vie. Et encore. Ne pas informer la population locale. Risque de réactivation du mythe de Muri. J'ai reculé jusqu'à la table. J'ai posé la carte de Muri à côté de la carotte. Le film plastique s'est mis à vibrer, doucement, comme une peau de tambour. J'ai déplié le papier. Les veines marines ont brillé sous les néons. La faille rouge s'est mise à pulser au même rythme que le bourdonnement des tubes. J'ai posé ma main sur la carotte. Elle était tiède, vivante, comme si quelqu'un respirait à l'intérieur. J'ai fouillé les tiroirs. J'ai trouvé un magnétophone, un vieux, à cassette métallique. J'ai appuyé sur play. Une voix. Masculine, fatiguée, a jailli, couverte de parasites. Journal du 18 août 1987. Nous avons extrait la carotte. Il y a quelque chose. Dedans. Ça bouge. Je ne plaisante pas. Ça bouge. On dirait un cœur. On dirait une cloche. On dirait les deux. Je ferme le labo. Je ne veux plus entendre. Puis le clic, le silence. J'ai enregistré la cassette dans mon téléphone. J'ai remonté les couloirs. J'ai pris l'ascenseur. J'ai atterri dans le hall. Dehors, le jour se levait, gris, sans soleil. J'ai marché jusqu'au port. J'ai pris le canot. J'ai rallié le phare. Là-haut, j'ai étalé la carotte, la carte, la cassette, le fragment de cloche. J'ai tout aligné sur la table comme des pièces d'un puzzle que je n'ose pas finir. Le gardien du phare, un gars jeune, m'a regardé, a vu la carotte. Il a pâli. Il a murmuré. « C'est pas possible. Ils avaient dit qu'ils avaient tout brûlé. » J'ai levé les yeux. Il a continué. « Mon père bossait au labo. Il revenait la nuit, il tremblait. Il disait qu'il y avait une voix dans les sédiments. Une voix qui appelait Muri. Il a fini par se noyer. En 1989, on a retrouvé son bateau vide, moteur tournant, radio sur la fréquence 27 Hz. J'ai fermé la porte du phare. J'ai allumé la lampe à pétrole. J'ai éteint le reste. J'ai posé l'oreille sur la carotte. Elle chantait. Un bourdonnement sourd, un la bémol, exactement la note que j'avais entendue dans l'os de dauphin, dans l'arbre de cristal, dans la faille rouge. J'ai fermé les yeux. J'ai vu. Une femme, debout sur la dune, un bébé dans les bras. Elle regarde la vague qui vient. Elle ne crie pas. Elle chante la note. Elle donne la note. Elle devient la note. J'ai rouvert les yeux. La carotte s'était fendue. Une fente mince, verticale, qui laissait passer une lumière blanche, froide, venue du fond des temps. J'ai reculé. La fente s'est élargie, une fine poussière de sable en est sortie, a tourné au-dessus de la table, a formé une spirale,
exactement la spirale du bois, de la carte, du mur. Puis le silence. Le sable s'est effondré en un petit tas, noir, humide. Il ne restait plus que la carotte, ouverte comme un livre, et au centre, une cloche miniature en cuivre, haute comme mon pouce, avec un battant en os. Je l'ai prise. Elle était tiède, vibrante, comme un oiseau. Je l'ai posée sur la carte. Le papier a frémi, la faille s'est refermée, la cloche a sonné. Une seule fois. Un son si pur que les vitres du phare ont tinté, que le phare lui-même a répondu, que la mer au loin s'est calmée, un instant, comme une respiration retenue. J'ai laissé la cloche là, je l'ai recouverte d'un chiffon. Je suis sorti sur la galerie. Le jour était levé, la mer plate, sans rides, comme un miroir cassé. Je savais que le labo ne mentait pas, il se taisait. Il gardait la preuve dans des cendriers, dans des cassettes, dans des carottes. Il attendait que quelqu'un vienne chercher la note, la dernière note, celle qui manque à la chanson pour que mûrisse. Lève. Je suis redescendu. J'ai refermé la porte du phare. J'ai laissé la lumière allumée. Je suis parti sans regarder en arrière. Mais dans ma poche, la petite goutte de quartz battait au rythme de la cloche, et je savais que le laboratoire, lui, ne dormait pas. Il écoutait, il attendait, il se taisait, mais il se souvenait. J'ouvre les yeux avant l'aube, pas parce que le réveil sonne, mais parce que la goutte de quartz posée sur ma poitrine bat plus vite que mon cœur. Elle pulse, chaude, comme un œil qui clignote pour me dire « Demain, c'est aujourd'hui ». Le vent a tourné pendant la nuit, il souffle maintenant du large, apportant une odeur de varech grillé et de fumée de poêle, comme si quelqu'un allumait un feu sous l'eau. Je sors du fourgon, pieds nus sur la dune encore tiède de la journée passée. L'horizon est noir, mais pas vide. Il y a une ligne, fine, lumineuse, qui danse au ras de l'eau, comme un fil tendu entre deux mondes. Je sais ce que je dois faire. J'ai rempli la poche étanche, le tesson de céramique au M doré, la poudre d'os de dauphin, la carte de Muri pliée en 4 et le fragment de granit vivant que le tailleur m'a confié. Je marche droit vers la mer, sans regarder en arrière. Le sable est froid, humide, il colle à mes semelles, comme une mémoire qui ne veut pas me laisser partir. À chaque pas, la goutte de quartz accélère. Elle sait, elle m'appelle, je n'ai pas peur, j'ai la gorge serrée. Mais c'est la même sensation que quand on va retrouver quelqu'un qu'on a aimé et abandonné il y a trop longtemps. Je plonge à la première lame. L'eau est glacée, mais pas au point de me faire reculer. Elle est vivante, presque visqueuse, comme si elle retenait sa respiration pour ne pas gâcher la surprise. Je nage sans effort, les bras ouverts, la tête sous l'eau. La lampe frontale est éteinte. Je ne veux pas éclairer ce que je suis venu voir. Je veux le sentir arriver. Je descends. 10 mètres. 20. Le courant me prend, me pousse vers l'ouest, vers la faille. Je ne résiste pas. Je deviens objet, message, bouteille à la mer inversée. À 35 mètres, le fond apparaît, mais il n'est plus plat. Il est ridé, plissé, comme un drap qu'on tire d'un seul coup. Les dalles sont là, dressées, toutes debout, formant une avenue qui s'ouvre droit vers le clocher couché. Elles brillent, non pas de lumière, mais de chaleur. Je pose la main sur l'une d'elles. Elle bat. Pas un battement de cœur, mais le rythme d'un respirateur. Un souffle long, lent, qui remonte du sable. Je sors le tesson de ma poche. Dès que l'eau le touche, il s'illumine, faiblement, d'un verre d'algue. Je le pose sur la première dalle. Le granit répond. Un frémissement, un grondement si grave que mes côtes vibrent. Puis, le deuxième tesson, la poudre d'os, la carte. Chaque objet que je dépose devient une clé. Les dalles s'écartent, lentes, silencieuses, comme des pages d'un livre qu'on tourne enfin. Sous elles, le sable se soulève, forme une dune inversée, un volcan qui cracherait du souvenir. Au centre, le clocher se redresse, pas entièrement, mais assez pour que je voie la fente où la cloche est suspendue, encore, après 8000 ans. Elle est là, petite, noire, tordue, mais intacte. Je nage vers elle, je tends la main, je touche le métal. Il est tiède, il bat, il me bat. Je ne sais pas comment une cloche peut sonner sous l'eau, mais elle sonne. Une fois, une seule. Le son ne passe pas par mes oreilles. Il naît dans ma tête, dans ma poitrine, dans mes os.
Il est grave, plus grave que la voix d'un homme, plus lent que le temps. Il dit « mûri », il dit « retour », il dit « demain ». Et puis le silence, mais un silence plein, lourd, comme un drap qu'on pose sur un corps encore chaud. Je recule. Les dalles se mettent à tourner, lentes, autour du clocher. Elles forment un tourbillon, pas de sable cette fois, mais de lumière. Une lumière blanche, laiteuse, qui sort du fond, qui monte, qui m'enveloppe. Je vois. La ville, elle est là, entière, posée sur la crête d'une colline sous-marine. Des toits de chaume dorés, des rues en dos d'âne, des jardins de salicorne, des enfants qui courent pieds nus sur la plage. Une fille lève la tête. C'est elle, celle du rêve, celle de l'arbre de cristal. Elle me voit. Elle sourit. Elle lève la main. Elle dit « Tu es en retard ». Elle dit « Mais tu es là ». Et puis, la mer se retire, pas en arrière, mais en hauteur, comme un rideau qu'on soulève. La ville reste sèche, exposée, vivante, je comprends. Mûri ne reviendra pas demain. Elle revient, maintenant. Elle était là, sous mes pieds, chaque fois que je marchais sur la dune. Elle attendait que je sois prêt. La lumière s'éteint. Je suis de retour devant le clocher, seul, à genoux sur le sable. Les dalles s'immobilisent. Leur chaleur retombe. Je sens la marée qui remonte, rapide, froide, presque impatiente. Je prends la goutte de quartz dans ma main. Elle est redevenue froide, transparente, mais au centre, il y a une bulle qui ne bouge plus. Elle est figée, comme un œil qui a tout vu et qui s'est fermé. Je la laisse là, posée sur la dernière dalle. Je ne suis pas porteur du message. Je suis le message. Je remonte, je nage, je ne regarde pas en arrière. Je sors de l'eau à l'aube. Le soleil n'est pas encore levé, mais l'horizon est rouge, comme une plaie qui saigne derrière les nuages. Le vent a tourné. Il souffle maintenant de terre vers la mer, comme un souffle qui repousse le souvenir vers son lieu. Je marche vers le fourgon. La dune est intacte, mais je sais que sous mes pas, quelque chose a changé. Je sens le battement, lent, profond, qui répond à celui de mon cœur. Je ne suis plus le même. Je n'ai plus de preuves. Je n'ai plus de tessons, plus de cartes, plus de gouttes. Je n'ai plus besoin. Je les porte en moi. Je suis la cloche, la faille, la ville, la mémoire. Je démarre le fourgon. Je ne rentre pas. Je prends la route du large, la route qui longe la côte, celle que les pêcheurs prennent quand ils ne veulent plus revenir. Je roule lentement, les fenêtres ouvertes, le vent qui rentre, qui sort, qui emporte. Je passe devant le phare. Il est éteint, mais la cage d'escalier résonne d'un bourdonnement que je connais. Je passe devant la maison Ryu. La femme est sur le seuil, elle lève la main, elle sourit, elle sait. Je passe devant l'atelier du tailleur. La porte est ouverte, la meule tourne toute seule, sans eau, sans main, mais elle taille. Elle taille un bloc qui n'est pas là. Je ne m'arrête pas. Je continue, vers l'ouest, vers la faille, vers le large. Je rouvre les yeux. Je suis au bout de la route, là où l'asphalte cède, place au rocher. Je coupe le moteur. Je descends. Je marche jusqu'au bout du promontoire. Je m'assieds. J'attends. Le soleil se lève, lent, rouge, immense. Il éclaire la mer. Il éclaire la dune. Il éclaire ma peau. Et là, très loin, à la ligne de flottaison, je vois une ligne fine, dorée, qui se lève, qui s'étire, qui marche vers moi. Ce n'est pas une vague, c'est une ville, c'est Mûri. Elle revient, pas demain, aujourd'hui. Je pose la cloche miniature sur la dernière vague, elle sonne une fois, puis se fond dans l'écume. Dans ma poche, le cristal s'éteint. Mûri rentre au silence. Je n'ai plus de preuves, seulement la respiration qui bat au rythme de la marée. Je sais que demain, la mer effacera mon nom, mais la note, elle, restera. Si tu veux l'entendre, abonne-toi, laisse la vidéo en boucle et laisse la mer te parler quand tu fermes les yeux.